On a parlé récemment de travailleurs d'Asie qui venaient pour un procès en France où était compromis Bolloré. Et je voulais savoir si vous aviez une connaissance précise. Parce que justement, ils avaient été éjectés de leur terre pour produire. Je me demande si c'est pas de l'huile de palme là aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres associations je me souviens. C'était Bolloré qui poursuivait ou pas? Alors c'est Bolloré qui fait partie de quelque chose de plus grand. Et vous voyez, bon, c'est une info parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Et c'est comme je n'ai pas noté, je ne sais plus. Bolloré, on le connaît surtout pour les poursuites qui sont, en Afrique et puis en France au niveau juridique, en tout cas pour les poursuites qu'il déclenche contre les associations, parce que c'est l'entreprise qui poursuit le plus. Mais là, ce qui était étonnant, c'est que pour la première fois, il y avait des gens de l'autre bout du monde dont on avait pris en compte la plainte et qui est pour une action qui se passait en France. Ça doit être avec Sherpa, qui est un membre du Forum citoyen, et c'est concernant la Soca Palme, peut-être. C'est possible, oui. Et Soca Palme, c'est un dossier qui est de longue date, et notamment il y a déjà eu des tentatives auprès du point de contact national de l'OCDE. Alors, on aurait pu aussi vous parler de l'OCDE parce que, donc du coup, je fais une petite parenthèse pour parler des textes qui existent aussi au niveau international aujourd'hui. Donc, il y a non seulement ces principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains, mais il y a aussi des guidelines, des normes de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, qui... ce sont aussi des principes directeurs à l'attention des multinationales. Et donc, dans ces principes directeurs, il y a la notion de création de points de contact nationaux. Donc, tous les membres de l'OCDE peuvent créer cet organe de médiation, le PCN, point de contact national. C'est une instance de médiation où peuvent se retrouver des multinationales, des syndicats, des ONG. Donc, les ONG, les syndicats peuvent demander une mise en examen de l'entreprise. En réalité, ça n'a rien de judiciaire, c'est un mécanisme extrajudiciaire, mais qui permet de vérifier si l'entreprise est conforme ou pas, respecte ou pas ces principes directeurs de l'OCDE. Le PCN ne dira jamais l'entreprise est coupable au regard de toutes les normes internationales. Non, c'est juste par rapport à ces principes directeurs de l'OCDE. Donc c'est intéressant, mais c'est assez décevant parce que justement, en fait, il en ressort pas grand-chose. Mais Sherpa a mené un gros travail par rapport à la Soca Palme devant le PCN français. Il y avait eu tout un plan d'action qui s'en était suivi, et donc c'est sûrement Sherpa. Ça me fait penser que par ailleurs, il faut quand même, j'ai oublié de vous donner l'information la plus importante, c'est que suite à cette loi, il y a quand même eu 5 mises en demeure aujourd'hui. Donc on en est à 5 mises en demeure concrètes, c'est-à-dire vraiment en termes d'action là judiciaire véritablement. Eh bien, il y a 5 entreprises, enfin 4 entreprises, mais 5 mises en demeure, parce qu'il y en a 2 sur Total. Donc, c'est 2 sur Total, une sur un projet de pipeline en Ouganda, avec des problèmes de déplacement forcé de population. La seconde sur Total, c'est concernant le dérèglement climatique, avec plusieurs associations et collectivités territoriales qui estiment que compte tenu du plan de Total, eh bien, cela ne permettrait pas, le volume d'activité et le type d'activité développé par Total, et surtout les mesures qu'ils mettent en place contre le réchauffement climatique, ne permettraient pas de rester en dessous des 1,5 degré de réchauffement. Il y en a une sur XPO Logistique qui est intentée par des syndicats, donc c'est des syndicats de transport. Et il y en a une sur Téléperformance qui est une multinationale de centres d'appel. J'ai dit quoi? 2 Total, XPO, Téléperformance. Et le dernier, c'est Prodesk, qui est une ONG mexicaine contre EDF pour des projets de barrage.
Juste, ça me revient le cas en question. En fait, Sherpa et du coup, ces personnes qui viennent d'Asie, pas d'Asie, d'Afrique, non, du coup, Socapalm. Je pense Socapalm, c'est... Oui, du coup, c'est... en fait, elle demande, du coup, par rapport au plan dont parlait Sabine, qui est un plan plutôt de droit mou, c'est-à-dire qui n'est pas contraignant, et elle demande devant le juge l'application et la mise en œuvre de ce plan. Parce que l'entreprise refuse d'appliquer le plan sur lequel avaient convenu un accord les associations, les riverains, etc. Et ce qu'ils demandent, donc c'est pareil, c'est des actions juridiques qui sont tout à fait nouvelles, parce qu'on va demander au juge l'application, de contraindre l'application d'un plan qui n'est pas dans le droit classique, on va dire, un instrument contraignant. J'aurais aimé avoir votre opinion sur le CETA. Est-ce que ça n'est pas de nature un peu à dynamiter tous les efforts qui sont faits, notamment pour agir sur le plan juridique? Alors, Amnesty ne travaille pas sur les accords commerciaux. Donc, on n'a pas élaboré de ligne de positionnement officielle sur les accords commerciaux. Il y a aujourd'hui donc nos partenaires, notamment le CCFD Terre Solidaire, les Amis de la Terre et Sherpa, encore une fois, qui sont membres d'une campagne européenne qui s'appelle Stop ISDS. Donc, l'ISDS, en fait, c'est Investment State. C'est une clause qui permet aux multinationales de poursuivre les États quand les États adoptent des législations qui sont en faveur de la santé. Donc l'exemple typique, c'est Philip Morris qui poursuit, il me semble que c'était l'Équateur, pardon d'avoir un trou de mémoire, mais qui poursuit un État quand il a adopté une politique de santé publique. Et ça, c'est possible par les traités commerciaux et grâce à des clauses. Et donc, du coup, il y a une campagne européenne qui lie ces questions de devoir de vigilance et de problèmes posés par ces clauses dans ces accords commerciaux. Parce qu'il faut savoir aussi que cette notion de devoir de vigilance aujourd'hui, elle est tentée d'être portée au niveau international parce que justement il y a un groupe de travail aux Nations Unies sur un traité international sur les droits humains, donc qui est les entreprises, celui qui a échoué au début des années 2000. Eh bien là il y a l'Équateur et l'Afrique du Sud qui avaient posé une résolution aux Nations Unies en 2014 et donc il y a un groupe de travail qui se réunit maintenant chaque année à Genève et là ça aura lieu à partir de la semaine prochaine à Genève, le nouveau cycle de négociations. Et c'est maintenant un traité qui fait couler beaucoup d'encre et qui a beaucoup d'opposition de la part des entreprises et qui a en réalité, très honnêtement, assez peu de chances d'aboutir malheureusement. On le pousse énormément et on l'attend de nos voeux. Mais la bataille est très très rude, mais en tout cas ce projet existe. Voilà. Juste pour Greenpeace, en fait, on n'a pas fait d'analyse fine du CETA, d'analyse juridique fine dessus. On fait partie d'un collectif qui, effectivement, se positionne contre cet accord et contre aussi l'accord Mercosur. Ça ne va pas bousculer complètement ça va bousculer beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les règles, le droit de l'environnement telles qu'ils s'appliquent aujourd'hui aux entreprises et pour les projets industriels en France, il continuera à s'appliquer. Après, l'impact concret que ça va avoir sur les règles environnementales, c'est quelque chose sur lequel on va travailler parce qu'effectivement, il faudra évaluer dans quelle mesure est-ce qu'en fait, ça va bouleverser notre ordre juridique interne. Et après, on a quand même des règles qui sont censées verrouiller au niveau constitutionnel, etc., un certain nombre de choses. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler parce que pour l'instant c'est vrai que ce sont des accords qui sont très complexes, des accords commerciaux et pour l'instant on n'a pas beaucoup d'expertise, en tout cas en interne, et on essaie. Il y a des organisations, il y a l'Institut Veblen notamment qui travaille beaucoup là-dessus et du coup on se rapproche d'eux pour voir justement comment essayer d'appréhender les impacts concrètement que ça aura, parce que c'est vrai que c'est brandi dans la presse. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Pour l'instant, on a beaucoup de mal à l'évaluer, quoi. Et c'est pareil pour Amnesty International, c'est qu'en fait, les impacts typiquement droits humains de ces accords sont aussi très difficiles à évaluer. Et ça prendrait des années, en réalité, de faire un passage en revue des accords déjà adoptés et surtout pour
être dans quelque chose de prospectif et imaginer les impacts droits humains que ces accords pourraient avoir, en fait, c'est un travail très, très difficile. Oui, à propos de l'huile de palme, on parle toujours d'un produit emblématique. À ma connaissance, ses ventes n'ont pas baissé. Donc, à partir du moment où le citoyen n'agit pas à son niveau, on ne peut pas faire grand-chose. Et à ma grande surprise, il y a plein de produits qui aujourd'hui ont introduit de l'huile de palme dans leurs recettes. Je cite pour exemple Spéculoos, c'est un produit très ancien qui, je pense, à sa création, ne connaissait pas l'huile de palme. Donc, si chaque personne n'agit pas à son niveau au moment de ses achats, je veux dire, votre combat est vain. Et je rajouterai à l'huile de palme, qui est un véritable désastre écologique et de la faune aussi, le bambou. On croit bien faire en prenant du bambou. On est en train de faire exactement la même chose pour planter du bambou. Alors, on n'est pas sorti d'affaire. Oui, tout à fait. C'est très juste, évidemment. On doit agir à tout niveau. Après, les entreprises ayant quand même énormément de moyens sont censées celles qui agissent le plus aussi sur ce secteur. C'est-à-dire qu'évidemment, le consommateur doit faire attention dans le cadre de ses achats, etc. Mais on considère quand même que l'entreprise a la possibilité financière, et elles l'ont, de le faire et de changer leur façon de fonctionner. Ça implique des changements économiques également pour l'entreprise. Et sur l'huile de palme, effectivement, il y a le problème des labels, par exemple, qui fait qu'aujourd'hui, vous allez avoir des produits aussi avec de l'huile de palme certifiée, ce genre de choses. Et ces labels, voilà, c'est vraiment une catastrophe parce que ça donne pas de blanche en fait à l'entreprise. Ils sont certifiés par la Commission européenne. Et en fait, sur l'huile de palme, comme sur le soja, comme sur beaucoup de produits, vous ne pouvez pas garantir la traçabilité des produits. En fait, c'est impossible. Ce n'est pas possible parce qu'en fait, sur place, tout est mélangé. C'est-à-dire que vous avez plein de moulins, etc. Et vous avez des raffineries dans les pays. Et en fait, vous avez plein de camions qui passent, qui ramassent les fruits. Mais en fait, tout va dans le même moulin. Donc, la plantation X qui va être certifiée à côté de la plantation Y, en fait, elles vont dans le même moulin. Donc, elles sont mélangées. Donc, en fait, la durabilité de ces produits, en fait, c'est un mensonge. C'est pas du tout durable. Du coup, c'est aussi un problème parce que ça permet aux entreprises de demander à exploiter plus de plantations, du coup, avec patte blanche pour le certificat. Et je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, pardon. Sur l'huile de palme, je rejoins tout à fait ce que dit Laura, c'est-à-dire que on essaye, nous aussi, à travers nos campagnes, de sensibiliser le consommateur en commençant notre sensibilisation, notre explication en disant, bah voilà, l'huile de palme, ça peut se retrouver dans votre barre chocolatée et dans vos shampoings. Donc, ça peut éveiller sa conscience de consommateur, mais évidemment, on s'adresse en priorité donc aux entreprises et aux États pour pouvoir légiférer et faire en sorte qu'ils reconnaissent le lien entre la culture intensive d'huile de palme et les violations de droits humains et le dérèglement climatique. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas que l'alimentaire qui compte. On a de l'huile de palme dans les avions. Donc, vous imaginez la consommation d'huile de palme dans les avions, c'est quand même assez conséquent. Et là, alors là, le consommateur peut aussi avoir un rôle à jouer, mais on ne sait pas forcément quel carburant est utilisé dans les avions qu'on prend, si on prend encore l'avion. Mais c'est pour ça que ça doit se jouer malgré tout à un autre niveau. Et l'huile de palme, quand même, je n'ai pas les chiffres très honnêtement, mais il me semble malgré tout que la consommation en France, en tout cas, a légèrement diminué. Et il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de transformer. Il y a des distributeurs qui ont, par exemple, supprimé totalement l'huile de palme de leurs rayons et qui fabriquent leurs produits avec autre chose que de l'huile de palme. Après, l'huile de palme, ce que disent les industriels, c'est que c'est un produit extrêmement stable, extrêmement facile à utiliser, c'est pas cher, ça se cultive bien, voilà. Et du coup, il y en a beaucoup qui justement se cachent derrière le fait que ce soit durable ou qui achètent eux-mêmes leur
plantation pour pouvoir bien contrôler sur la façon dont c'est fait et du coup qui disent que de l'huile de palme durable, ça ne pose pas de problème pour l'environnement et les droits de l'homme, quoi. Oui, pour revenir sur le... Ça marche ? Sur le poids des multinationales, ce que vous avez expliqué, les deux exemples du bateau au Sénégal et la raffinerie de l'Amed prouvent que c'est quand même le niveau national qui est très faible, puisqu'il y a une collusion. En ce qui concerne l'Amed, il faut peut-être mentionner que la raffinerie de l'Amed, qui est une des dernières en France, puisque le raffinage est quelque chose qui marche très mal, et se fait maintenant dans la plupart des pays éloignés de chez nous. C'était un chantage à la fiscalité, comme vous l'avez dit, et ensuite on peut évidemment concevoir que c'est un chantage au chômage, puisque la raffinerie de l'Amed était près de fermer, et que l'argument utilisé, et qui donne évidemment au préfet l'envie de relâcher sur pas mal de règles, on peut penser à d'autres cas de figure du même type, et je pense que c'est le niveau national. D'ailleurs, votre étude là sur les devoirs de vigilance, c'est quelque chose sur ce que vous appelez les entreprises françaises. Entre parenthèses, le groupe Total est basé en France, mais peut très bien ne plus l'être demain. Et en plus, un actionnariat qui est loin d'être... la partie française est très faible. Par contre, les exemples en question prouvent que c'est l'international qui devrait agir. Parce que toutes les lois, les législations dont vous parliez, c'était les actions qui ont été faites, autant Amnesty que Greenpeace sont quand même des entités internationales. Et la question est, comment ça se passe au niveau de l'Union européenne, puisque on parlait d'un bateau qui venait de Hollande, on parlait de tout un tas de choses. C'est donc au minimum au niveau européen, et surtout des structures onusiennes. Vous avez cité tout à l'heure l'OIT. Je pense que c'est au niveau des Nations Unies. Vous avez dit que l'ONU faisait des principes directeurs, ce qui veut dire non contraignant. Donc c'est là qu'il faut peut-être arriver à trouver quelque chose, parce que si on n'adopte que des lois françaises, ça touchera des sociétés qui ont l'activité essentiellement en France, ce qui n'est pas le cas de la plupart. Par rapport à la MED, effectivement, il y a un projet, il y avait un autre projet de reconversion de l'usine vers une autre activité. Donc, il y a une étude en ce moment qui est en train d'être faite avec des syndicats. On n'est pas en contact direct avec eux, évidemment, parce que nous, la difficulté dans ce type de recours, c'est qu'on demande l'annulation de l'arrêté. Donc, effectivement, d'un point de vue économique, etc. Mais après, il y a un problème d'entreprise. Quand elle fait autoriser son projet, elle doit montrer quelles sont les solutions de substitution. Et là, en fait, elle ne l'a pas vraiment décrit. C'est-à-dire qu'elle a dit c'est le pétrole ou l'huile de palme, quoi. Donc, elle n'a pas vraiment cherché ailleurs. Donc, ça, c'est un des reproches qu'on fait à l'arrêté qui a autorisé le projet. Et après, juste, ça sera plutôt Sabine sur votre seconde question, mais sur le plan international, les juridictions internationales, ce genre de choses, créer un tribunal international sur l'environnement, etc. Bon, ce serait très bien, hein, évidemment, mais on voit bien que c'est quand même l'efficacité de ces institutions qui sont très politiques demeure très limitée. Donc, le meilleur levier d'action juridique pour lutter contre ces projets, ça reste devant les juridictions nationales. Donc, effectivement, l'entreprise pourrait délocaliser son siège et aller dans une juridiction, dans un territoire où les lois sont plus souples, etc. C'est effectivement un risque, mais après, on a un travail international dans chaque pays où on lance des recours dans les différents pays. Mais c'est vrai que l'échelle nationale et éviter plutôt, nous, on a plutôt une stratégie, en tout cas en France, d'éviter les institutions des Nations Unies, ce genre de choses, parce qu'on sait que oui, on peut obtenir une déclaration, etc. Mais ça, c'est non contraignant. Et ça, c'est une grosse difficulté. Donc, on préfère viser parfois juste certains projets, etc., devant les juridictions nationales, mais pour qu'elles puissent étendre leur jurisprudence à des effets extraterritoriaux. Et on pense que ça, c'est un levier qui est plus fort. Mais effectivement, le risque que vous mentionnez peut effectivement arriver. Alors nous, ça n'a jamais été notre volonté que ça ne reste qu'une législation française. Ça a été une des premières critiques des décideurs quand on arrivait avec notre sourire en disant « S'il vous plaît, vous pouvez adopter une loi ?» Ils nous disaient « Mais non, mais vous vous rendez pas compte
la concurrence internationale et les entreprises françaises par rapport aux entreprises indiennes et chinoises, elles vont perdre en compétitivité, etc. Nous, la logique qu'on a adoptée dans notre plaidoyer, c'est justement de repartir de cette histoire d'échec international avec l'adoption de ces principes directeurs des Nations Unies qui ont dit que c'était aux États de vérifier les vides juridiques sur la responsabilité mère-filiale. Donc l'Union européenne, la Commission européenne à l'époque avait dit eh bien voilà, maintenant il y a ces principes directeurs, vous, États membres de l'Union européenne, saisissez-vous de ces principes directeurs et adoptez des plans nationaux d'action pour lutter contre l'impunité des multinationales. Donc, et pour améliorer le respect plutôt des droits humains par les entreprises. Donc, nous, on a adopté cette logique-là en disant, voyez, c'est la Commission européenne qui demande aux États d'adopter des plans nationaux. Les plans nationaux, nous, on n'a pas l'intention que ça ne reste, encore une fois, que une belle parole. On a l'intention que ça soit un cadre contraignant. Donc, on avait dit aux décideurs, saisissez cette opportunité pour montrer que la France peut adopter une législation ambitieuse. Et après, ça remontera. C'est-à-dire que ça repartira dans l'autre sens en essaimant et en faisant adopter par les autres États des législations similaires. Donc là, on est à cette étape-là. La France... Et c'est ce qui s'est passé sur d'autres législations sur le domaine de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises, puisque c'est ce qui s'est passé pour la loi sur le reporting extra-financier. La France a été la première à adopter une législation de ce type. À l'époque, d'ailleurs, toutes les entreprises avaient dit on va délocaliser. Elles ne l'ont pas fait. Et là, on a cette loi adoptée en France et maintenant, c'est en train d'essaimer au niveau européen. Aujourd'hui, il y a l'Allemagne qui a un projet de ce type. En Autriche, il y a des discussions. En Finlande, ils sont très avancés. En Suisse, ça c'est pas en Europe, mais c'est un pays voisin. Ça avance également. Ils en sont à... c'est un projet qui est depuis 6-7 ans, donc vraiment ils ont déjà beaucoup travaillé dessus. Donc il y a à la fois au niveau des États membres des législations similaires qui sont en discussion et au niveau de l'Union européenne. Là on vient de signer, nous, association européenne, une déclaration qui demande une directive au niveau européen sur ce sujet. Aujourd'hui, il y a un nouveau Parlement européen, des futurs commissaires, les cartes sont rebattues. On a bon espoir qu'il y ait une législation qui soit européenne. Mais c'est là où aussi on a besoin du soutien des gens qui se sentent concernés, qui pensent qu'on peut faire bouger les choses, parce que là, il va falloir bouger le peuple européen pour exiger une législation de ce type. L'initiative législative au niveau européen, c'est la Commission. Donc, il va falloir que les commissaires soient convaincus. Mais c'est pas exclu. Là, on a l'impression que ça fait un peu partie de la marche de l'histoire aussi, et les cartes sont installées et on va peut-être au moins réussir à inscrire l'idée de la nécessité. Ça va sûrement encore prendre du temps, mais à mon avis, le niveau européen arrivera plus vite que le niveau international. Au niveau international, l'Union européenne a une position ambiguë dans ce projet de traité parce que c'est une position diplomatique. C'est parce que c'est l'Équateur et l'Afrique du Sud et d'autres pays qui sont peu regardants des droits humains pour l'Union européenne qui ont porté ce projet à la base, et avec la difficulté que ça touche que les multinationales, mais pas toutes les entreprises. Il y a plusieurs points qui font que l'Union européenne est critique vis-à-vis de ce projet de traité. Et donc, au début, elle est restée observatrice. Et puis, chaque année, il faut se battre pour qu'elle revote le budget pour ces sessions de négociation, etc. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et compte tenu de la géopolitique mondiale aujourd'hui, ça va prendre beaucoup de temps. Mais c'est pareil, la résolution a le mérite d'exister, et nous, on porte ce projet-là. Évidemment, on soutient l'idée d'une nécessité d'une règle européenne et internationale. On n'a jamais voulu, que ça pose des problèmes plus aux entreprises françaises qu'aux autres. On l'a pas fait dans cette optique-là. On l'a fait dans l'optique que les victimes, quelles qu'elles soient, puissent obtenir des réparations. J'avais une question, moi, dans le même sens. Est-ce qu'il y a des champs de convergence avec les actions du Bureau international du travail, ou est-ce que c'est des champs de travail complètement différents, vous ce que vous faites?
Alors, nous, on s'appuie sur les déclarations et conventions de l'Organisation internationale du travail, et on travaille avec le BIT selon les terrains sur lesquels on travaille. Donc, par exemple, on a fait un travail sur le Qatar, on fait un travail sur le Qatar et les cas de travailleurs migrants qui se retrouvent dans des situations de travail forcé au Qatar. Et donc, on est en lien, en fait, on s'appuie sur les analyses et l'expertise du BIT, et on va chercher leur expertise et leur appui aux besoins, au cas par cas. Mais on est indépendant du BIT, on n'est pas lié de quelque manière que ce soit, on n'est pas à la même instance. Je souhaitais juste revenir sur l'huile de palme. Vous avez évoqué le fait que les conditions de travail dans les plantations avaient été constatées par Amnesty. Et du coup, ma question est plus pratique. Comment ça se passe concrètement, la rédaction de ces rapports qui montrent des violations du droit, quoi. Et est-ce que les agents d'Amnesty sont envoyés sur place? Est-ce qu'ils se présentent comme étant d'Amnesty ou pas? Et puis ensuite, une fois que ces violations du droit sont constatées, quel est le rôle d'Amnesty? Alors, le credo d'Amnesty, c'est enquêter, alerter et agir. Donc, on fait des recherches, mais pour que ça ait un impact et pour que nos enquêtes soient publiques et qu'elles portent derrière des recommandations pour faire changer les lignes. C'est vraiment le principe de la recherche-action. Et pour cela, effectivement, on a des enquêteurs, on a des équipes de recherche qui sont basées soit à Londres, soit dans nos bureaux régionaux, et qui sont envoyés une fois qu'on a décidé de travailler sur un certain angle et certaines violations de droits humains. Ces enquêteurs partent sur le terrain, et non, en général, ils ne disent pas qu'ils viennent d'Amnesty International, et surtout, ils ne le disent pas aux entreprises. Ils peuvent le dire aux travailleurs qui veulent interviewer, mais généralement, du coup, ils essayent de ne pas les interviewer sur leur lieu de travail. Ils leur donnent des rendez-vous à l'extérieur. On a des cartes de visite jaunes, donc c'est pour les enquêteurs, c'est très compliqué de montrer sa carte discrètement sans qu'on le voit. Donc on a ça c'est pour la blague, mais on essaye de protéger nos informateurs et en particulier les victimes directes de ces violations. Donc pour le cas de l'Indonésie, eh bien c'était 2 enquêtrices et qui étaient d'origine indienne, et donc en fait elles ressemblaient à des Indonésiens, nous ont-elles dit, et ça a facilité aussi le travail d'enquête pour permettre de communiquer avec les familles sur place. Et après, c'était quand même compliqué de rentrer sur les plantations, mais elles ont réussi à le faire. Dans ces cas-là, on travaille aussi avec la section d'Amnesty du pays, qui peut faciliter des mises en relation, soit avec des travailleurs, soit avec les institutions aussi. Et donc là, ça a été le cas. Il y a eu un travail vraiment main dans la main avec Amnesty Indonésie. Ça a été le cas pour la Côte d'Ivoire aussi, où on travaille avec Amnesty Côte d'Ivoire. Et on a des sections dans 70 pays. Il y a des endroits où Amnesty n'a pas le droit de rentrer. Il y a des pays dans lesquels Amnesty est interdit, par exemple la Chine. En Russie, Amnesty Russie a eu ses locaux fermés en étant accusés d'être des agents de l'étranger. Donc il y a des terrains qui sont plus compliqués que d'autres, mais sur lesquels on ne renonce pas non plus à faire des enquêtes. On trouve d'autres moyens par des informateurs, un travail à distance, mais ça ne nous empêche pas de faire les mêmes dénonciations qu'on peut faire par ailleurs. J'aimerais juste revenir sur le devoir de vigilance, enfin la loi sur le devoir de vigilance. Vous avez dit que ça crée donc un délit civil avec la possibilité d'avoir des dommages et intérêts. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas de dommages et intérêts punitifs, c'est-à-dire qu'on a juste le principe de réparation intégrale du préjudice. Donc je me demandais si vous aviez peut-être le projet au début d'y accoler un délit pénal aussi, qui aurait peut-être eu plus d'impact, surtout au niveau de l'imaginaire collectif, où le délit pénal a beaucoup plus cette teinte morale que le délit civil, qui est simplement une réparation ou une remise à l'état précédent. Oui. On a eu cette idée. On a même écrit un projet
législatif qui contenait ce paragraphe. Mais politiquement, ça avait du mal à passer. Je vous ai pas raconté toute l'histoire parce que ça a donc pris plus de 5 ans, mais il va y avoir un livre qui va sortir la semaine prochaine d'Olivier Petitjean, qui est le journaliste de l'Observatoire des multinationales et qui revient sur toute la fabrique de la loi. Et c'est une fabrique de la loi un peu innovante parce qu'on a aussi travaillé de manière assez proche avec des députés qui ont fini par porter eux-mêmes vraiment à bras le corps et le cœur, à bras le cœur, ce projet de loi, parce qu'ils en étaient convaincus, mais qu'ils avaient aussi discuté avec l'exécutif pour voir ce qui allait passer ou pas. Et quand on a parlé de pénal, on savait que ça n'allait pas passer. Mais il y a eu un premier projet qui était donc une proposition de loi, puisqu'une proposition de loi, c'est porté par les parlementaires, et un projet de loi, c'est par le gouvernement. Là, c'était une proposition de loi. Et il y a eu une première proposition de loi en janvier 2015, mais qui a été retoquée et après donc retravaillée. Et c'est la deuxième proposition de loi qui a abouti, plus ou moins, avec des transformations. Mais à la base, oui, je suis d'accord avec vous. Et puis d'ailleurs, on ne sait pas ce que ça va donner. On attend, malgré tout, même s'il y a déjà des mises en demeure, on attend les premières jurisprudences, on attend les premières décisions, on ne sait pas comment les juges vont se positionner. On a plein de questions aussi parce qu'on ne connaît pas le degré de connaissance des juges de ces notions de business and human rights au niveau national et du contexte de leur prise en compte des textes internationaux, etc. Et, bon, on ne sait pas comment... Et le préjudice est toujours à établir. Et comme on est dans le cadre de la responsabilité civile classique et que la loi, pour autant, ne transforme pas les articles 1240, 1241, eh bien, on reste sur une notion, une nécessité de prouver et le préjudice et la cause et le lien entre le préjudice et la cause. Après, juste pour préciser les dommages, au pénal, il y a effectivement, ça paraît un peu plus impressionnant quand on dépose plainte, etc. Mais voilà, les peines, elles sont pas forcément appliquées. En tout cas, on voit en droit pénal des affaires, ce genre de choses, ça reste pas du tout dissuasif. Mais ce qui peut être intéressant dans la loi devoir de vigilance, c'est que ça peut se passer en 2 temps. C'est-à-dire que pour l'instant, les associations, elles déposent des dossiers pour obtenir la publication du plan, ou obtenir en fait une injonction du juge, qui peut être une injonction sous astreinte. Donc l'astreinte, ça peut être un peu dissuasif, ça dépend du montant. Et une fois qu'il y a une décision du juge qui dit bon, je vous enjoins à faire un plan, etc., plus précis sur le changement climatique, eh bien, si c'est pas mis en œuvre, là, on peut en viser une responsabilité civile pour faute, et là, on peut demander des réparations, préjudice moral, etc. On chiffre. Après, il faut vraiment travailler sur la réparation et trouver une méthodologie pour chiffrer cette réparation. Mais du coup, c'est vrai que ça prendra du temps et ça peut être potentiellement plus dans un second temps. Et d'ailleurs, il y avait des amendes dans la loi qui a été votée définitivement le 21 février. Il y avait des amendes. Et en réalité, lors de l'examen par le Conseil constitutionnel, eh bien, ces amendes ont été considérées comme plutôt de l'ordre d'une amende pénale. Et donc, elles ont été enlevées. Et compte tenu du fait que l'obligation était assez peu précise, puisqu'on était dans des termes assez généraux de « vous devez faire un plan », eh bien, le juge constitutionnel a estimé que il y avait... en raison de la légalité des délits et des peines, c'était pas juste de mettre des amendes dans ce texte. Et du coup, il y a certains journalistes qui ont titré que cette loi, en gros, n'avait plus de dents, puisqu'il n'y avait plus d'amendes. Mais, comme le disait Laura, il y a quand même des astreintes, il y a quand même une possibilité de dommages et intérêts. Donc, en réalité, les sanctions, elles existent. Et normalement, elles devraient avoir son effet, au moins, on espère, nous, un effet préventif. Je voulais poser une question un peu sur votre organisation interne. Vous êtes positionné donc sur des sujets très complexes et je me demande en quelle mesure les bénévoles peuvent traiter ces sujets sans aide de juristes, de professionnels. Et vous-même, est-ce que vous vous organisez pas pour former des gens? Est-ce que vous embauchez des gens pointus pour traiter ces sujets et comment vous faites? Alors, il y a aussi une autre question, c'est que, personnellement, moi aussi, je suis dans une association, mais dans un autre genre. Vous avez
en fait, les États sont défaillants. Hein, c'est pour ça que vous êtes là, hein, sans doute. C'est même certain. Et donc, mais je pense que les États en ont conscience parce qu'ils sont débordés. Et dans quelle mesure ils vous aident aussi pour pouvoir mener vos actions. Alors, pour ce qui concerne Greenpeace, votre premier point, c'est intéressant parce que justement, moi, je suis arrivée à Greenpeace il y a 4 ans. À l'époque, il n'y avait pas de juristes spécialisés sur les campagnes et qui développaient du contentieux. Et il y a effectivement une volonté de notre association de recruter des, entre guillemets, experts, parce que je ne me considère pas du tout comme experte, mais en tout cas des spécialistes de certains sujets. Et on a recruté aussi, par exemple, une personne chez nous qui s'appelle Florence de Bonafos et qui est chargée de campagne, elle finance. C'est quelqu'un qui a travaillé 17 ans dans le milieu de la finance, qui connaît très bien le sujet, qui est capable d'analyser tous les aspects financiers avec plein de chiffres auxquels moi je ne comprends pas grand-chose. Et on recrute du coup de plus en plus, et ça va aller en se développant. On va avoir de plus en plus de personnes qui ont un profil assez corporate, donc plus business, pour pouvoir nous aider justement, puisque c'est quand même plutôt par ce biais-là qu'on peut aussi agir. Enfin, en tout cas, c'est complémentaire à nos actions, notre ADN qui est plus sur de la désobéissance. Après, c'est vrai qu'on est organisé avec plutôt par rapport aux bénévoles. On va les sensibiliser à ces nouveaux domaines d'expertise. Et évidemment, si eux, ils travaillent dans ces domaines-là, ça peut être utile. Et moi, au début, j'avais des personnes qui étaient étudiants en droit ou autres et qui voulaient travailler sur des sujets. Après, il y a une difficulté de management, de bénévoles externes qui vont travailler sur nos sujets. Donc ça, disons que ça donne un certain travail puisqu'il faut suivre le travail qui est fait par des bénévoles en extérieur. En tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye de développer au maximum. Merci pour la question, parce que ça me donne l'opportunité de dire que tout le monde peut agir, parce que nous, le principe d'Amnesty France, c'est vraiment de travailler main dans la main entre bénévoles et salariés. On a des commissions thématiques et des coordinations régionales qui sont historiques et qui sont là depuis la création d'Amnesty France. En réalité, même au départ, les salariés étaient plutôt des fonctions support des bénévoles, puisque le principe, c'est qu'on est un mouvement militant qui s'appuie sur les bénévoles. Et donc, on se spécialise, mais on s'est spécialisé ensemble. Donc, moi, je suis là 5 jours sur 7. Alors, et je fais les réunions et qui me forment aussi. Et du coup, je suis obligée de me tenir au courant des différentes actualités et différents changements de positionnement divers et variés. Mais on a donc une commission, nous, qui s'appelle la commission responsabilité des acteurs économiques, qui a été la commission entreprise. Il y en a eu une commission sur les institutions financières internationales, puisqu'on a aussi un pan du travail qui porte sur la Banque mondiale, le FMI, alors moins maintenant, mais quand on parle d'acteurs économiques, en fait, pour Amnesty, c'est pas seulement les entreprises, c'est aussi les institutions financières internationales qui ont, de par ce bras armé financier, en fait, un impact sur les droits humains. Et aujourd'hui, donc, elle s'appelle Commission responsabilité des acteurs économiques, et on a une dizaine de personnes qui composent cette commission. Et elle se réunit une fois par mois et on se tient au courant régulièrement par mail. Ce sont des gens qui peuvent répondre à des sollicitations des médias au nom d'Amnesty France, qui peuvent aller aussi à des rendez-vous de plaidoyer pour Amnesty France, si justement c'est des gens qui arrivent suffisamment à se tenir régulièrement au courant des différents positionnements. Mais en tout cas, c'est des gens aussi qui font des interventions sur ces sujets auprès de groupes locaux ou dans des cinémas après des projections de films, etc. En tout cas, c'est le principe d'Amnesty, et ça demande un petit peu de temps, et ça demande de plus en plus de temps pour se former sur ces sujets techniques. Et souvent, en fait, la sociologie aussi de notre commission, c'est souvent que du coup, c'est des personnes retraitées. Parce que soit on a des jeunes étudiants qui sont très intéressés, qui sont souvent très brillants et qui sont souvent des juristes, mais qui passent le barreau ou qui deviennent magistrats après, parce qu'ils passent aussi l'école nationale de magistrature, etc.
et qui du coup n'ont plus le temps, ce qui est bien légitime. Et du coup, pour vraiment avoir des gens assez disponibles, souvent c'est des retraités, parce que c'est vrai que ça prend du temps quand même. Voilà. Deuxième partie de la question en fait. Est-ce que vous avez des contributions publiques pour vos actions? Puisque, comme vous êtes, si je comprends bien, ça coûte cher, vous avez un budget élevé, puisque vous avez des salariés de très compétents, donc ils vont être relativement bien payés. Vous avez un problème, là, peut-être? Non, alors malheureusement, on n'est pas très bien payés. Non, mais... Non, mais est-ce que les États vous aident? Non, pas du tout. En tout cas, pour Greenpeace, c'est uniquement les particuliers. On ne reçoit aucun fonds de l'État, aucun fonds des entreprises, pas de fonds de fondation, quoi que ce soit. C'est uniquement des personnes physiques, des particuliers. Et on a, du coup, grâce à ça, on est indépendant, on peut déposer des recours effectivement en justice contre les États, contre la France, contre les entreprises, etc. Donc ça nous donne une marge de manœuvre qui est franchement très, très appréciable du coup au niveau de nos actions. Et après, au niveau des salaires, on a plutôt un principe, c'est mentionné sur notre site, je ne me souviens plus exactement, mais d'horizontalité, c'est-à-dire que la personne qui vient faire le ménage le soir, eh bien, elles doivent pas toucher moins de X fois le salaire de notre directeur général. Donc, effectivement, c'est pas forcément ultra attractif pour des gros postes, comme des directeurs de collecte, ce genre de choses, dans le sens où c'est plus difficile parfois de trouver des personnes qui ont ces fonctions, puisqu'elles peuvent être dans des ONG qui ont plus de fonds et en tout cas qui ont une façon de rémunérer différente. Mais en tout cas, c'est plutôt conforme à nos valeurs et quand on vient travailler en ONG, c'est évidemment pas pour l'aspect financier. Et pas non plus de subventions étatiques pour les mêmes principes pour pouvoir garder une indépendance. Et donc, nous sommes rémunérés exclusivement par les dons des particuliers. Et sur les salaires, c'est à peu près la même histoire, c'est-à-dire que voilà, on a des compensations plutôt d'ordre personnel, en mode on est content de travailler pour une ONG. Et au niveau d'Amnesty France, on a aussi il y a une politique humaine, une politique sociale qui est intéressante. On a des jours pour les enfants malades, on est payé 100% quand au premier jour d'arrêt maladie, des choses comme ça, où du coup qui font qu'il y a un équilibre ou une satisfaction pour travailler dans l'organisation. Et effectivement, après, quand on a des gros postes, des gens qui viennent travailler dans des gros postes chez nous, c'est des gens souvent très motivés et qui perdent parfois le tiers ou plus de leur salaire d'avant, parce que vraiment, ils viennent travailler pour la cause. On n'a pas l'impression de travailler, en fait. C'est bien. Est-ce qu'on peut revenir sur l'affaire du siècle, où on est justement où on en est juridiquement sur... Du coup, c'est une procédure qui est administrative, donc tout se passe par écrit. Donc, c'est-à-dire que nous, on a déposé en mai un mémoire avec nos arguments. Et l'État, donc au travers du ministère de la Transition énergétique, est censé répondre. En pratique, les délais, ils sont longs devant le tribunal administratif. Je vous parlais d'un délai de 2 ans. Si l'État a envie de traîner les pieds, ça peut prendre 3 ans. Donc, le délai de réponse de l'État, là, on attend sa réponse. En fait, il n'y a pas de contrainte pour qu'il réponde dans X délai. Moi, j'ai des dossiers où il met 1 an à répondre. Et le juge, le tribunal administratif peut dire à l'État, bon, là, je vous mets un délai, je vous mets en demeure de répondre. Mais bon, c'est pareil, c'est une mise en demeure, il n'y a pas de sanction. Donc, si l'État ne répond pas dans le délai... il va bénéficier d'un délai supplémentaire et la mise en demeure, elle intervient assez tardivement. Ça peut prendre un certain nombre de temps. La particularité de ce dossier, c'est qu'il est très médiatique, vu qu'il a fait l'objet, notamment grâce aux vidéos des youtubeurs, de cette pétition qui a réuni 2 millions de signataires. Eh bien, si l'État ne répond pas, probablement d'ici la fin d'année, c'est possible qu'on communique sur le fait que, parce qu'en fait, en soi, l'État peut répondre dès maintenant et aurait pu déjà répondre. Donc, on pourra probablement qu'on communiquera sur le fait que l'État ne réponde pas et qu'il devrait répondre. Après, d'un point de vue de la procédure, il n'y a aucune obligation qu'il réponde tout de suite. Donc, ça peut prendre un certain temps. Nous, on peut contacter le greffe pour lui dire ce serait bien de mettre en demeure, entre guillemets, l'État, mais sachant qu'on ne peut pas demander la mise en demeure, elle doit venir spontanément du tribunal.
Donc voilà, il va y avoir un échange d'argumentaire, c'est-à-dire que l'État va répondre. Une fois que l'État aura répondu, nous, on aura un mois pour répondre. Donc on va pouvoir répliquer. Ensuite, l'État pourra encore répondre et nous, on pourra dupliquer, etc. Donc, sauf qu'à un moment donné, le juge va clôturer l'instruction. Et puis nous-mêmes, on ne va pas répondre pour répondre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrête de répondre si on considère qu'il n'y a plus rien à dire par rapport à nos précédents arguments. En général, dans nos dossiers, on ne fait pas plus de 2 allers-retours. Et donc, du coup, sur un dossier comme ça, je ne sais plus quel est ce qu'on avait dit, mais ça doit être peut-être début 2021 ou fin 2020 où on peut s'attendre à une décision. Sinon, juste sur le mouvement Extinction Rebellion, est-ce qu'il y a quelqu'un qui chapeaute l'ensemble ou est-ce que vous êtes un petit peu au courant de ce que c'est que ce mouvement qui a l'air international en fait, hein? Alors, moi, je suis pas trop ce volet-là à Greenpeace, mais je sais qu'on prête, en tout cas, parfois nos locaux pour le mouvement, pour qu'ils puissent s'entraîner, etc., pour les actions de désobéissance non violente. Pour l'instant, nous, on a pris parti de ne pas s'associer aux différentes actions de désobéissance qui sont menées elles sont toujours en cours d'ailleurs pendant 15 jours. C'est vrai que nous, quand on fait des actions de désobéissance, ça s'inscrit vraiment dans une campagne. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait vraiment une campagne particulière sur un sujet et dedans, il y a une action de désobéissance qui s'inscrit. Donc, c'est assez nouveau pour nous, ces mouvements. Et c'est très intéressant et on trouve ça très positif. Donc, pour l'instant, on est plus dans un partage de nos moyens, de notre savoir, voilà. Et au niveau, y compris pour les mouvements climat, Youth for Climate ou autres, où ils sont assez intéressés par notre expertise juridique et par l'expertise action, c'est-à-dire comment on organise des actions, etc. Et voilà, et puis mettre éventuellement à disposition des salles s'ils en ont besoin, etc. pour échanger. Donc pour l'instant, on en est plutôt là. Parce qu'après, c'est des mouvements qui peuvent être assez éclatés, enfin en tout cas sur le territoire français, parce qu'en Angleterre, ils sont sans doute assez très organisés. Et du coup, ils ne sont pas sous forme associative ni rien. Donc, pour l'instant, on en est plus à ce stade-là d'échange. Oui, c'est des mouvements très spontanés, très nouveaux. Alors, pour Extinction Rebellion, ça a été fondé en Angleterre il n'y a pas plus d'1 année. Donc, c'est assez nouveau. Et nous, c'est pareil que Greenpeace. Encore, on est plutôt on rencontre en fait ces mouvements-là pour voir ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut le faire ensemble et pour se rencontrer. Mais c'est très éclaté. Effectivement, il n'y a pas vraiment de structure parce que chaque membre peut se revendiquer porte-parole ou peut... Après, ils parlent beaucoup entre eux, notamment les Youth for Climate. Ils se disent tout, ils s'échangent beaucoup d'informations et généralement, ils font des décisions très consensuelles au sein du mouvement. Mais après, il y a beaucoup de... ils peuvent envoyer des gens en conférence sans que ce soit la tête du réseau. Il n'y a pas vraiment de tête de réseau. C'est assez horizontal. Oui, je rebondis sur Extinction Rebellion et tous les genres de mouvements qui montrent une certaine forme d'impatience par rapport à des associations comme vous, Amnesty et Greenpeace. Donc, on a beaucoup parlé aussi justement des consommateurs, du rôle des consommateurs tout à l'heure. Bon, évidemment, c'est très, très difficile de mobiliser les consommateurs un par un et de les regrouper. Mais bon, par contre, au niveau de l'actionnariat, est-ce que vous avez des actions au niveau des assemblées d'actionnaires ou parce qu'on parle, au début, vous avez parlé pendant 10 minutes sur les difficultés d'obtenir de l'information pour pouvoir vous-même prendre position sur des stratégies d'action, etc. Donc, il y a quand même des gens qui soutiennent les entreprises, ça s'appelle les actionnaires, et en plus, ils sont très intéressés. Alors, comme je le disais, nous, on a une personne qui est dédiée un peu au travail d'information, en tout cas, alors investisseur et du coup un peu actionnaire par rapport à nos projets. C'est-à-dire quand on fait campagne sur des projets... Elle va essayer d'informer par ses réseaux pourquoi on fait campagne contre un forage de Total au Brésil, etc. Donc, il y a un travail d'information qui doit être fait. Il y a des associations d'actionnaires qui existent et qui font ce travail-là, où ça pourrait être intéressant. Je pense que Greenpeace soit un peu associé par rapport à nos campagnes
on puisse participer à cette information et en débattre. Nous, on est actionnaires, évidemment, actionnaires d'1 euro en général, des différentes entreprises pour pouvoir poser des questions. Et on envoie beaucoup de questions en général aux entreprises. Parfois, il n'y a que les questions de Greenpeace. Du coup, c'est intéressant parce qu'on obtient des réponses, de l'information grâce à ces questions. Alors parfois évidemment, c'est très creux, mais justement parce que c'est creux, on peut en fait parfois en tirer quelque chose. Après, c'est des réponses très politiquement correctes. Donc, on n'attend pas non plus les actionnaires qui va poser des questions, quelque chose de très miraculeux dans les réponses de l'entreprise, qui vont évidemment être très calibrées, très contrôlées. En revanche, il y a autre chose qu'on fait, c'est les plaintes pour délits boursiers. En fait, aujourd'hui, les entreprises, elles communiquent au travers de documents financiers, au travers des rapports de référence, au travers d'un certain nombre de documents qui sont transmis aux investisseurs, aux actionnaires. Et en fait, il y a des délits, dont le délit d'information mensongère, par exemple. Et on a attaqué EDF pour avoir sous-provisionné dans ses comptes les sommes pour le démantèlement et la gestion des déchets nucléaires. C'est-à-dire qu'on a fait travailler des experts sur ces sommes, et ces experts ne sont pas du tout arrivés aux mêmes chiffres, ils sont arrivés à des chiffres beaucoup plus forts que ceux qui avaient été mis dans ces rapports financiers par EDF. Et donc sur cette base-là, on a déposé une plainte. Cette plainte, elle est déposée par Greenpeace, et il y a aussi des actionnaires qui peuvent se joindre à ce recours. Notamment parce que il y a la question de l'intérêt à agir sur les délits boursiers. Vous devez vraiment montrer un préjudice par rapport au moment où vous avez acheté votre action, etc. Donc c'est assez complexe, c'est-à-dire que l'intérêt à agir, il est défini de façon très très restrictive. Et en fait, les actionnaires auraient un rôle à jouer, notamment à travers ces procédures-là. Donc, ce sont des procédures assez confrontatives. Hein. Après, il n'y a pas besoin forcément d'avocats, etc. Ça ne leur coûte pas d'argent ni rien. Donc, ils peuvent être publics, non publics, etc. Donc, il y a quand même une possibilité d'action, avec un choix de visibilité ou pas. Et les risques sont quasiment nuls. Hein. C'est-à-dire qu'au pire, votre action, votre recours juridique, il est classé, entre guillemets. Et après, il y a d'autres possibilités au travers des autorités de régulation comme l'autorité des marchés financiers, qui est une autorité qu'on a peu mobilisée. Après, voilà, on sait que c'est pas forcément le meilleur levier. Aujourd'hui, on a un parquet national financier, qui est intéressant parce que du coup, il y a des brigades qui sont spécialisées pour enquêter, etc. Et tout ce qui est spécialisé, en général, peut être quand même un peu plus intéressant que le droit commun comme levier. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on sent une impatience et on voit d'ailleurs que dans ces mouvements XR, il y a beaucoup de gens qui découvrent l'urgence climatique et qui, en fait, sont saisis d'une angoisse et se disent, pour répondre à l'angoisse, il faut agir, et ils ont envie d'agir tout de suite, et du coup d'agir dans des moyens forts et des moyens radicaux. Le mouvement climat, du coup, même est un peu bouleversé par ces méthodes d'action et ces sentiments d'angoisse qu'il faut gérer, parce que il y a parallèlement quand même à ça des stratégies à mettre en place, des choses au long cours à mettre en place, et parfois au sein du mouvement il y a des gens qui veulent aller plus vite, plus fort, et ça divise aussi un peu le mouvement climat. Et je pense qu'il faut faire attention. J'ai lu certains articles qui disaient justement que ça dénigrait un peu les associations comme Greenpeace ou Amnesty, ou ça les ridiculise un peu, mais moi justement je pense qu'il faut faire très attention de ne pas diviser le mouvement de ceux qui veulent agir pour le respect des droits humains et pour l'environnement, et qu'il faut plutôt voir ça comme des actions complémentaires. Et qu'aujourd'hui, il y a ces associations qui choisissent ce mode d'action, qui est une action très visible, très forte, très impactante médiatiquement. Et en parallèle de ça, nous qui sommes des structures, des plus vieilles structures installées avec des méthodes, on travaille aussi au long cours, on monte des stratégies de plaidoyer, des stratégies de campagne qui prennent plus de temps, mais qui, au bout de quelques années, malgré tout, font certaines preuves. Après, l'histoire dira si
nos actions étaient suffisantes ou pas, mais en tout cas, ce sont nos méthodes. Et nous, pour mener nous-mêmes des actions de désobéissance civile, même, on a aussi une réflexion en cours sur le sujet au sein du mouvement. Mais effectivement, nous, ça s'inscrirait aussi dans une stratégie. On soutient ces mouvements qui eux-mêmes font ça pour eux-mêmes, mais nous-mêmes, ce serait le dernier recours, ou ce serait mûrement réfléchi pour pouvoir aboutir à ça. Après, on comprend que ces associations en viennent là parce que elles estiment que les actions de plaidoyer, les actions n'ont abouti à rien, et qu'aujourd'hui, il y a une véritable urgence et qu'on ne peut pas en fait prendre ce temps de cette stratégie. On ne peut pas prendre trop de temps pour réfléchir parce qu'il faut vraiment agir. Mais je pense qu'il n'y a pas une réponse évidente à ça. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Si on le savait, on n'en serait pas là. Mais je pense qu'il faut vraiment voir les choses de manière complémentaire. Et pour ce qui concerne l'actionnariat, alors nous, on a essayé de prendre des actions pour pouvoir poser des questions. Sauf que donc on avait monté tout un dossier, tout ça, et puis au dernier moment, il y a eu un changement boursier, et puis l'action a pris, et c'était plus cher en fait de devenir actionnaire. Il fallait payer 40 000 € de plus, et on a dit qu'on pouvait pas. Donc on n'a pas fait d'activisme actionnarial, et après mais on n'agit pas directement auprès des actionnaires, mais c'est en termes de stratégie, c'est possible. On agit auprès des investisseurs, mais c'est en réflexion pour les actionnaires. Mais on a un travail sur les investisseurs. Donc par exemple, on avait un rapport sur le Guatemala et les mines au Guatemala, et sur une mine en particulier qui s'appelait Tahoe Resources, et on avait identifié qu'il y avait 5 investisseurs de cette entreprise en France, et donc on était allé un par un rencontrer ces investisseurs avec le rapport sous le bras pour dire voilà, est-ce que vous êtes au courant que l'entreprise que vous financez, elle a ces actions néfastes du point de vue des droits humains. Et il y en a 2 qui nous ont répondu, qui nous ont reçus et répondu. L'un a dit je désinvestis parce que Amnesty c'est crédible, les informations que vous présentez, je sais qu'elles sont vérifiées et survérifiées, et mon entreprise ne veut pas avoir affaire avec un problème de cet ordre-là. Et une autre entreprise, alors je connaissais pas les volumes dans lesquels ils investissaient, donc peut-être que c'est aussi ça faisait partie de la réflexion. Celui qui n'a pas désinvesti a dit je vais mettre en place un groupe de travail avec l'entreprise et je vais les sensibiliser. Et Amnesty a pas de problème en soi sur cette position, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas au boycott, on n'appelle pas nécessairement au désinvestissement tout de suite, parce qu'on connaît les impacts aussi que ça peut avoir sur l'emploi et sur les travailleurs. Mais donc les 2 méthodes se valent, ça les regardait en termes de décision, mais ça a eu là aussi un impact. Donc ce travail sur les investisseurs, c'est pareil, ça prend du temps, mais c'est aussi un peu le nerf de la guerre, et ça marche pas mal. Oui, je reviens sur la loi dont vous avez parlé à la fin, le devoir de vigilance. Il y a quelques semaines, il y a une émission de radio qui nous informait que, au travers de la vente d'armes de la France à certains pays, on s'apercevait que ces armes servaient tout à fait à autre chose, c'est-à-dire à réprimer l'ennemi intérieur. Enfin, si je peux me permettre de... Est-ce qu'on n'est pas en plein dedans, là ? Est-ce que cette loi pourrait pas aller un peu tirer les oreilles à ces marchands d'armes ? Merci. Si. Oui, alors on est en plein dedans. C'est une possibilité. Ce sont des structures qui ont plus de 5000 salariés, qui ont fait des rapports de vigilance. Donc c'est pour ça que dans la brochure, dans ce premier rapport, il y a une partie sur le secteur de l'armement. On revient sur le rapport qu'avait fait Amnesty en 2018. On a publié un rapport qui montre que Renault Trucks Défense avait fourni du matériel qui a servi à réprimer des manifestants en Égypte. Et aujourd'hui, Amnesty France a lancé le 23 septembre une campagne sur la demande de transparence du gouvernement français sur sa vente d'armes, notamment à la coalition d'Arabie Saoudite pour la guerre au Yémen, parce que donc l'État français dit qu'ils ne vendent pas d'armes, ou qu'ils vendent des armes pour l'aspect défensif, mais qu'il n'y a pas de risque de violation de droits humains. Et nous, on exige un débat au Parlement en fait sur la vente d'armes de la France. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que
industriels de l'armement disent que, compte tenu du traité sur le commerce des armes, ils obtiennent des licences d'exportation de la part de l'État français. Et que du coup, eux, dès lors qu'ils font la demande de licence d'exportation et qu'elle leur est autorisée, c'est l'État qui est responsable. Et nous, on dit que les entreprises ont aussi une responsabilité. Et c'est une possibilité. Elles ont un devoir de vigilance. Donc, charge à elles de faire des plans de vigilance qui sont corrects et correctement mis en œuvre.